plus précis. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas le son, ça va. Et bonjour et bienvenue à tous. Pour ceux qui nous accompagnent depuis lundi, c'est un plaisir de vous retrouver. Et puis pour les autres, bien, sachez que c'est la première édition de la semaine régionale santé-environnement organisée par la préfecture de région via l'Adréal, région Nouvelle-Aquitaine bien sûr, qui est l'un des copilotes également, et puis l'agence régionale de santé. Ces trois pilotes ont en charge la mise en place et la mise en œuvre du plan régional santé-environnement. Depuis lundi et jusqu'à vendredi, durant 1h30 quotidienne, nous partageons, échangeons, dialoguons, questionnons les résultats des réalisations phares de ce plan qui en est à sa 3e édition. Aujourd'hui, nous consacrons ce webinaire aux bons gestes à acquérir dès l'école primaire. Et après un rapide bilan des actions du PRSE sur cette thématique, nous dialoguerons avec certains acteurs qui nous présenteront leurs travaux. Il vous sera possible, comme depuis le début de semaine, via le chat, de questionner nos intervenants. Alors, merci de bien préciser vos noms et vos structures pour vos questions. Et Delphine Maurice aura la charge d'en assurer la synthèse. Pour les personnes qui n'interviennent pas, merci mesdames et messieurs de penser à couper vos micros. Et je vous rappelle que toutes les présentations, tous les PowerPoint et replays seront en ligne dès la semaine prochaine sur le site PRSE Nouvelle-Aquitaine. Sabine Outreux, vous êtes ingénieure sanitaire au pôle santé-environnement à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous allez nous présenter déjà quelques éléments du bilan de ce PRSE 3 sur cette thématique. Sans doute nous dire quelques mots, j'imagine, sur la politique de l'ARS vis-à-vis de la petite enfance. Parce que finalement, ces jeunes, voire ces même très jeunes, vous souhaitez en faire des ambassadeurs de la santé-environnement. Sabine Outreux. Oui, bonjour à tous. Merci Madame Bise. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux actions du PRSE à l'école. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien parce que les enfants scolarisés passent plus de 40% de leur temps en milieu scolaire. Et donc, c'est un milieu privilégié pour y déployer des actions de promotion de la santé. D'autre part, solliciter leur intérêt sur ces sujets leur permet d'acquérir un pouvoir d'agir précoce pour développer donc des choix éclairés en s'appuyant sur leurs compétences psychosociales, et ce, quelle que soit la thématique abordée, que ce soit le sujet de l'activité physique, de la nutrition, de l'estime de soi, mais et maintenant le sujet qui nous occupe aujourd'hui, la santé environnementale, pour qu'ils puissent préserver leur future santé. Enfin, ces interventions en école nous permettent également de sensibiliser
les professionnels de la communauté éducative et ainsi d'agir sur des normes de façon collective et pas seulement individuelle. Et pour cela, donc, les 3 pilotes du plan sont à la manœuvre. Donc, nous avons la préfecture de région représentée par l'Adréal, le rectorat de Poitiers et l'ARS. Et pour mettre en œuvre donc, ces actions, c'est environ donc, presque environ un demi-million hein, qui a pu être dépensé sur cette action 21.3 qui consiste à sensibiliser donc, les enfants à la santé environnementale, les enfants de 7 à 11 ans. Et donc dans le PRSE, il était prévu 3 sous-mesures. Les 2 premières sous-mesures ont été pilotées par le rectorat de Poitiers. Et donc, je propose de leur laisser la parole pour qu'ils puissent nous expliquer effectivement qu'est-ce qui a pu être réalisé dans le cadre du PRSE. Oui, en effet, nous accueillons Laurent Marien. Vous êtes Laurent Marien, chef de mission éducation, développement durable à l'Académie de Poitiers. Alors, vous deviez intervenir en conclusion, mais votre agenda ne vous permet pas d'être parmi nous à la fin de cette session. Donc, en effet, nous préciser quelles ont été les actions menées dans le cadre de ce numéro 21, de ces actions qui ont été pilotées par le rectorat. Laurent Marien, vous êtes parmi nous ? Alors, je crois, Sabine, apparemment que Laurent Marien n'est pas encore arrivé. Sabine, je crois que nous nous retrouvons toutes seules. Ce que je vous propose peut-être, Sabine, c'est de donner peut-être le sujet du jour, et puis on reviendra auprès de Laurent Marien lorsqu'il sera parmi nous. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons plus particulièrement évoquer donc, les initiatives locales qui ont pu se dérouler dans les écoles. Donc, si Delphine, tu peux passer peut-être à la diapositive suivante, je pourrais rentrer plus spécifiquement. Voilà, donc pour nous, hein, au niveau de l'Agence régionale de santé, cette approche par population est dictée par le plan national priorité prévention, donc qui nous encourage et nous invite à développer donc une offre de prévention en fonction des âges pour avoir une approche globale en fait des personnes. Donc nous intervenons sur la première période de vie, hein, donc sur la petite enfance. Et donc, nous avons des actions dans le cadre du plan qui sont plus spécifiques et qui ont pu vous être présentées l'an dernier lors de cette rencontre annuelle que nous organisons tous les ans. Nous avons aussi des actions sur la période de la jeunesse, donc c'est une période importante, c'est une période de transition, de choix, et il faut effectivement que les jeunes puissent faire des choix éclairés en la matière. Et donc, c'est demain que l'on vous présentera ces actions que l'on porte et sur lesquelles la région Nouvelle-Aquitaine intervient également. Donc aujourd'hui, effectivement, on a retenu la tranche d'âge des enfants de 7 à 11 ans. Et effectivement, dans le cadre du PRSE, donc c'est environ 313 000 € que l'ARS a pu mobiliser pour participer à la conception d'outils pédagogiques, de mallettes, pour soutenir donc des interventions auprès des enfants sur des sujets tels que la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'eau potable, les perturbateurs endocriniens, les pesticides ou le moustique tigre. Donc, pour illustrer les partenariats et des opérateurs que nous mobilisons, j'en ai cité quelques-uns. Hein. Donc le CESO, plus spécifiquement sur l'eau, je peux citer les Écocènes. Nous avons aussi pu vous présenter l'an dernier lors de la rencontre annuelle l'action donc, de la Mutualité française hein, qui organise chaque année le concours d'affiches Changer d'air avec les petits débrouillards et la Bétapie. Vous aviez eu aussi la présentation de Water Family l'an dernier. Donc aujourd'hui, nous avons fait le choix de proposer à Monsieur Barré, donc de Cap Science, de venir nous présenter son manuel de défense contre le moustique tigre. On va le voir tout à l'heure, on va l'entendre tout à l'heure, en effet. Tout à fait. Voilà pour l'action de l'ARS. Alors avec en effet un focus sur ces jeunes, des jeunes qui ont donc école élémentaire, ils ont entre 5, 6 et quel âge? À peu près 8 ans, 9 ans? Alors là, on était sur une intervention pour des enfants de 7 à 11 ans. De 7 à 11 ans. Et ce choix de la tranche d'âge a une raison particulière? Oui, tout à fait, parce qu'il faut en même temps qu'ils puissent comprendre donc effectivement les messages, que l'on puisse effectivement développer des expérimentations. Hein.
pour qu'ils puissent effectivement se saisir de la teneur des interventions. Alors, je crois qu'on a un souci pour être en ligne avec Laurent Marien, donc qui devait nous présenter. Ah, vous êtes là, Laurent Marien. Oh là là, vite, on vous attrape. Alors, merci d'avoir réussi à vous connecter à cette heure-ci. Je rappelle que vous deviez conclure, mais votre agenda ne vous permet pas donc de rester parmi nous jusqu'à 15 heures. Vous êtes chef de mission éducation développement durable à l'Académie de Poitiers. Merci donc d'avoir accepté d'être présenté maintenant pour nous donner rapidement les quelques renseignements et informations sur ces 2 actions qui sont terminées, qui ont été pilotées par le rectorat dans le cadre donc de cette sensibilisation à la santé environnementale des enfants de 7 à 11 ans. Oui, alors pour revenir sur ces 2 premiers éléments, effectivement, on s'était lancé au tout début donc de CPRSE 3 sur l'identification de partenaires. Donc, on était passé tout simplement par nos partenaires principaux en leur demandant de diffuser tout simplement l'adresse, le lien, pardon, pour essayer d'identifier le plus largement possible les différents acteurs sur notre territoire. Et ce qui a donné lieu ensuite à la création, donc sous la forme d'un fichier Excel, à une petite base de données de ces acteurs sur les questions de santé environnementale. Dans le deuxième temps, on avait aussi donc l'engagement d'organiser une journée de séminaire, donc un séminaire sur la santé environnementale, avec l'engagement d'organiser chaque année une journée dans le cadre inscrite dans le cadre de notre plan d'action formation, notre PAF, qui donc touche évidemment l'ensemble des personnels et en particulier des personnels enseignants. Et donc, nous tentons, alors malgré le contexte pas toujours très favorable de ces 2 dernières années, d'organiser cette journée avec le partenariat et l'intervention, la collaboration des principaux partenaires qui œuvrent là aussi sur les questions de santé environnementale. Ils ont d'ailleurs souvent répondu positifs et se sont montrés très disponibles. On a eu parfois, par contre, du mal à réunir beaucoup d'acteurs, puisqu'on a tenté de le faire dans les 2 cas, évidemment, en présentiel. Mais là, notre succès est plus mitigé. Mais j'imagine que vous allez donc poursuivre ces actions, Laurent Marien? Tout à fait. Alors, on va poursuivre dès cette année. C'est à nouveau inscrit dans notre plan de formation académique. Une journée, donc sous la forme d'un séminaire. Donc, on va à nouveau ressolliciter les différents acteurs pour avoir un certain nombre d'interventions avec des temps d'échange. Et on espère cette fois-ci, en espérant que le contexte, évidemment, soit bien meilleur dans quelques mois, puisque cette journée est prévue autour du mois d'avril. Nous espérons rassembler, évidemment, plus de public intéressés par ces questions et acteurs de ces questions dans leur exercice de métier, puisque on a la possibilité, je vais y revenir peut-être un tout petit peu plus tard, différentes modalités pour traiter ces questions, pour aborder ces sujets. Donc, enfin, on le dit souvent, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, mais c'est un bon créneau aussi, un bon vecteur d'information, aussi bien vis-à-vis de leurs parents que vis-à-vis des adultes qu'ils seront demain, pour prendre en compte dans leur conduite de vie, finalement, cette notion de santé-environnement. Oui, et du coup, si j'ose dire, eux aussi sont intéressés parfois sur un certain nombre de petites polémiques. Je reviens sur l'idée du fameux pangolin qui aurait été peut-être à l'origine de la transmission de la Covid, ou en tout cas du virus, pardon. L'idée, c'est qu'on est aussi finalement, de la même façon dans l'école qu'à l'extérieur de l'école, touché par ces questions d'actualité, et les élèves y sont également intéressés et s'y intéressent. Et ce contexte, finalement, il joue aussi en faveur de cet investissement de l'école dans ces questions de santé environnementale. Il y a une attente forte. Alors, le PNSE 4, notamment, revient sur ces éléments-là, une attente forte des citoyens, mais c'est aussi une attente forte d'un certain nombre d'élèves, pas forcément d'ailleurs uniquement des lycéens, aussi des élèves les plus jeunes, jusqu'à l'école primaire. Il est question aussi du principe de précaution. On le vit aussi un petit peu tous les jours, quelque part, avec l'épidémie actuelle et les différentes mesures sanitaires. Donc, les élèves ne sont pas étrangers, les enfants ne sont pas étrangers à toutes ces questions et sont même plutôt intéressés, curieux de ces questions. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, si on reprend par exemple les perspectives du PNSE 4, on voit bien qu'il y a une dimension assez forte donnée à la question de la formation, notamment l'axe 1, s'informer, se former et informer, etc. On voit bien que l'école a un grand rôle à jouer, et elle le joue, et je vais peut-être juste évoquer ces différentes modalités assez rapidement. L'idée, c'est que cette école, et vous aurez une intervention d'une collègue un tout petit peu plus tard, elle intervient dans le cadre d'une politique transversale qui s'appelle l'école
promotion de la santé, pardon, je vais y Promotion de la arriver. santé, oui. Et du coup, vous verrez que dans ce cadre-là, il y a un véritable effort et une mobilisation des différents acteurs, à la fois du côté du champ médical, mais aussi jusqu'au champ des enseignants, avec parfois des opérations qui sont vraiment conjointes, collaboratives et qui mobilisent à l'échelle d'un établissement. Ça, c'est évidemment un élément fort. Alors, je ne reviens pas évidemment sur la question des enseignements. On a des enseignements et des contenus d'enseignement qui s'adaptent évidemment et qui sont régulièrement mis à jour. Et par exemple, sur les questions de développement durable qui intègrent ces questions de santé environnementale, on a eu notamment une réécriture des programmes de collège pour accorder une plus large part à ces questions. Donc là aussi, c'est une entrée, mais si j'ose dire, c'est l'entrée la plus classique. On a des entrées moins classiques, notamment à travers ce qu'on appelle les éducations A, qui sont les éducations très transversales. Alors, c'est l'éducation à la santé, pardon, c'est l'éducation aux médias et à l'information, c'est l'éducation à l'EDD, par exemple. Et puis, derrière, c'est la question des parcours éducatifs. On a, dans l'école, depuis la réforme du collège, la volonté de construire un parcours pour les élèves qui sortent du cadre et du carcan de l'année pour s'inscrire dans une scolarité plus longue. Et dans ce cadre-là, on a, par exemple, le parcours santé au sein de ces 4 parcours. Alors, sachant qu'il y a un parcours dit avenir qui s'intéresse à l'orientation, au métier, aux formations. Il y a un parcours citoyen sur toutes les questions de citoyenneté et qui peuvent évidemment, là aussi, intégrer ces questions-là, puisqu'on est aussi sur des questions de citoyenneté, de précaution et d'éthique, par exemple aussi. Et puis, on a aussi un PAC, un parcours artistique et culturel. Et l'idée, c'est véritablement de construire avec une progressivité un certain nombre de contenus, mais aussi de gestes, de comportements au regard de certaines situations et notamment à ces questions de santé environnementale. Un petit exemple, c'est la question de la gestion des eaux stagnantes, par exemple. C'est une entrée simple avec la question du moustique derrière, moustique tigre en particulier. Voilà, on peut faire des choses et on fait des choses déjà dans les écoles, mais également dans les établissements secondaires. C'est un élément aussi assez fort. On a une action… rapidement, Laurent Marien, parce qu'en effet, le temps nous est compté. On est bien ciblé là aussi sur l'école élémentaire, hein, sur l'action de l'éducation nationale et du rectorat en matière d'école élémentaire. Et du coup, il y a un axe fort qui est la pratique de la classe dehors, avec l'idée qu'on puisse désormais sortir là aussi du bâtiment, si j'ose dire, ou du lieu classe, pour aller tout simplement dehors, entre guillemets, dans la nature, ou en tout cas dans son environnement. C'est pas forcément complètement naturel, vous aurez l'occasion d'y revenir dans les interventions suivantes, mais il y a notamment un plan de formation là aussi pour aider les enseignants à aller dehors pour faire cours. Alors le but, c'est pas juste de se positionner à l'extérieur et faire la même chose que ce qu'on pourrait faire à l'intérieur, mais c'est vraiment d'appréhender son environnement et de travailler aussi les différentes questions, même un certain nombre de programmes différents, de disciplines différentes, en s'appuyant sur l'environnement, en s'appuyant sur ce qu'on peut observer, sur ce qu'on peut voir, sur ce qu'on peut entendre, etc. Ça peut aller même jusqu'à la dimension olfactive. C'est vraiment une approche aussi empirique et c'est vraiment transformer la relation entre la nature et l'homme pour qu'on puisse avoir finalement un équilibre différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pour terminer, Laurent Marien, il y a une question qui vous est adressée via le chat. Je vous laisse, Delphine Maurice, le soin de nous la communiquer. Ou est-ce que c'est moi qui dois la… Alors, attendez, du coup, j'écoutais. Où pouvons-nous retrouver, en effet il y a Aude Thomé de Poitiers qui vous demandait où on pouvait retrouver le catalogue des ressources de sensibilisation en santé-environnement, Monsieur Marien. Alors, c'est relativement simple, surtout si vous êtes de l'éducation nationale, mais si vous n'en faites pas partie, vous pouvez y accéder tout de même. Nous avons un site académique, ac-poitiers.fr, et sur ce site, vous avez la mission EDD. Et donc, il y a un onglet mission EDD, et à l'intérieur de cet espace consacré à l'EDD, vous allez retrouver à la fois notamment les fichiers Excel sur les différents partenaires, les différentes actions, parce qu'on avait doublé notre fichier d'un relevé aussi des grandes actions, et puis les différentes opérations jusqu'à l'école dehors, jusqu'à la labellisation E3D aussi. Vous allez retrouver toutes ces informations sur cet espace pédagogique. Mission EDD, donc au sein du site académique donc de l'Académie de Poitiers, ac-poitiers.fr. Eh bien, on vous remercie beaucoup, Laurent Marien, pour ces propos d'introduction. Et puis donc, on vous souhaite de passer une bonne après-midi, puisque vous avez un agenda qui nécessite que vous nous quittiez. Merci en tout cas pour ces précisions. Sabine Autre, j'imagine que vous avez terminé sur votre bilan, Sabine. Vous souhaitez reprendre la parole? Tout à fait. D'accord, donc c'est bon. Alors du coup, c'est vers vous que je me tourne, Valérie Dubourg. Valérie, vous êtes chef de projet pour les partenariats transversaux à la mission de transition écologique de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine. Alors, il y a une culture de l'éducation à l'environnement au sein de l'Adréal pour les jeunes, alors de 7 à 11 ans, là aussi,
donc une tranche d'âge qui correspondait également à votre public cible. En tout cas, vous entendiez bien à ce niveau-là avec l'ARS pour définir cette tranche d'âge, Valérie Dubourg. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la DREAL et plus spécifiquement là dans mon pôle, nous travaillons beaucoup sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Alors, de façon plus large, parce qu'on ne se focalise pas que sur les 7-11 ans, bien évidemment. L'objectif étant pour nous plutôt idéalement de constituer un continuum éducatif tout au long de la vie, et ainsi de former, d'informer la plus large partie de la population sur les enjeux du développement durable. Mais j'aurais tendance à dire que ce PRSE et ce projet de partenariat, de copilotage à 3 de cette action a été une super opportunité pour nous, puisque depuis de nombreuses années, nous regrettions l'absence de projets liés à la santé et donc associant ce binôme santé-environnement. Donc, dans la logique des ODD qui, je le rappelle, constituent la feuille de route internationale 2030, l'idée est bien de décloisonner les sujets et de favoriser l'interaction, la transversalité dans les approches. Alors, nous avions, côté DREAL, cette tradition du travail avec la sphère associative mobilisée en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable, et nous l'avons fortement sollicité durant ces 4 années pour intégrer dans sa palette des sujets habituels la notion de santé-environnement. Alors, ça a été un petit peu un défi pour nous puisque c'est vrai qu'il fallait que ces associations puissent enrichir, compléter leurs compétences, leur expertise sur ces domaines, mais on a vraiment la satisfaction de voir que des réponses de plus en plus massives ont été faites à nos appels à projets, puisque au niveau de la DREAL, c'est au travers de notre appel à projets annuel sur le partenariat que nous avons pu ouvrir ce champ de la santé-environnement. Initialement, nous avions chaque année environ 130 demandes de soutien et progressivement, au fil des 4 années, nous sommes passés de 15 à 20% sur les sujets qui se positionnaient sur la santé-environnement. Donc, les choses sont allées crescendo. Alors, avec quelques sujets qui ont été peut-être plus inspirants, on va dire. Je rejoins en ça Sabine sur, par exemple, l'alimentation saine et durable, la préservation de l'eau, les pesticides ou la qualité de l'air intérieur. Et donc, progressivement, on a pu constater vraiment une expertise et une volonté de poursuivre l'expérimentation et la pédagogie autour de ces thématiques par la sphère associative. Des constats aussi qui ont été collectifs pour nous. La réelle appropriation des sujets, mais la conception et l'innovation dont ont su faire preuve les associations en matière d'outils pédagogiques, par exemple, ou en approches diverses sur les thématiques portées. Je ne sais pas s'il est possible de passer le diaporama. Normalement, on devrait en arriver à la diapo présentant un petit peu un bilan chiffré. C'est le cas, c'est bon. D'accord. On a atteint quasiment les 22 000 enfants qui ont pu être sensibilisés grâce aux 70 initiatives scolaires ou extrascolaires qui ont pu être réalisées. Et puis, une satisfaction aussi, c'est que lorsque l'on lance comme ça des projets, on a envie que les principaux intéressés répondent, mais on n'a pas, à l'échelle du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas forcément la garantie que tout le monde réponde et que le territoire soit couvert par des initiatives. Et là, vous pourrez constater que dans chaque département, des associations ont pu réaliser des actions. Et alors, il y a un petit bémol à cette carte, c'est-à-dire qu'on a été amené à positionner la localisation de l'implantation des associations, mais ça n'est pas le reflet de l'ensemble des actions qui ont pu être réalisées du fait d'un essaimage et d'un maillage assez intéressant du territoire. Donc, on a l'assurance qu'il y a eu des actions conduites dans tous les départements, mais à de beaucoup plus amples endroits que ce qui est reporté. À signaler tout de même une belle émulation du côté du Pays Basque, puisqu'on voit qu'il y a eu pas mal d'actions proposées. Donc, à mon niveau, moi, je tiens vraiment à remercier la sphère associative parce que, une fois de plus,
Elle a été là pour nous suivre. On a eu le GREN Nouvelle-Aquitaine et l'URCPIE qui ont été particulièrement actifs pour relayer nos appels à projets, ce qui en garantit quand même le succès. Et puis de façon globale, je remercie vraiment le tissu associatif local qui s'avère toujours un véritable vivier d'initiatives, d'expertise et d'innovation. Et spécifiquement, durant les 2 dernières années du fait de la crise sanitaire, il a été difficile pour eux de pouvoir réaliser tous les projets d'action qu'ils avaient envisagés. Mais malgré tout, un grand nombre d'entre elles ont pu être réalisées au plus grand bénéfice des jeunes de 7 à 11 ans. Eh bien, on vous remercie Valérie Dubourg pour cette présentation. Notamment, on va découvrir l'un des appels à projets de votre structure, l'Adréal. C'est le projet qui va vous être présenté par Amélie Baudin. Amélie, bonjour. On enchaîne sur une thématique plus spécifique, notamment la prévention des tics auprès des jeunes publics, puisque notre thème de ce jour, c'est bien le jeune public. On a parlé de vous, Amélie Baudin, hier d'ailleurs, lorsque nous parlions des allergies et de la plante envahissante, qui est l'ambroisie. Vous êtes point de repère, si j'ose dire, sur le développement de l'ambroisie sur le département de la Creuse. Mais là, c'est pour parler justement de vos actions auprès des jeunes publics sur la prévention des tics et que vous allez intervenir. Je précise que vous êtes responsable pédagogique, chargé de projet santé-environnement pour les plantes exotiques envahissantes au Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Pays creusois, c'est le CPIE. Et donc, vous allez nous présenter toutes les actions concrètes avec beaucoup de photos, ça c'est sympathique, que vous allez nous montrer, toutes les actions concrètes et puis bien sûr les retours que les jeunes ont sur cette formation. Amélie. Oui, bonjour à tous. Du coup, je vais partager mon diaporama tout de suite. Hop. Et je vais la mettre. Ah non, non, du coup, si je me trompe de lettre. Voilà. Parfait. Donc effectivement, je travaille donc au sein de l'association L'Escureau, labellisé Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et du coup, je travaille sur 2 grands thèmes, c'est la santé-environnement et les plantes exotiques envahissantes. Mais c'est pas grave. Et dans le cadre des plantes exotiques envahissantes, effectivement, il y a un grand volet sur l'ambroisie. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la prévention sur l'éthique auprès des jeunes publics, effectivement, dans le cadre des appels à projets de l'Adréal. Ça rentre dedans. Un contexte, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse l'association et la labellisation en fait, de Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Il s'agit d'un label créé en 1970 sous l'égide donc de 4 ministères et basé sur des valeurs communes, l'humanisme, la promotion de la citoyenneté et le respect de la connaissance scientifique. Notre association particulièrement creuse est un organisme d'intérêt général, donc concourant à la défense de l'environnement naturel, et on est agréé protection de l'environnement, association éducative complémentaire de l'éducation nationale, jeunesse et sport, et également entreprise solidaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis donc le site internet de l'association et son Facebook. Voilà, ça c'est pour remettre un peu de contexte sur la façon dont on travaille sur le territoire. Dans le cadre du projet de prévention des tics en Creuse, il s'agit d'un travail multipartenarial, donc avec l'Agence régionale de santé, l'Adréal et la région Nouvelle-Aquitaine, le programme CITIC qui, au sein de ce programme, concentre plusieurs acteurs, dont des CPIE, l'INRAE, la mutualité sociale agricole, le contrat local de santé de la Creuse. Habituellement, il y a des contrats locaux de santé par territoire. Nous, en Creuse, a été choisi et plus pertinent de le définir à l'échelle du département et également avec l'Office national des forêts. Nos objectifs sur le sujet pour le CPIE, c'est de sensibiliser donc tous les publics. Donc là, je me concentrerai sur la tranche d'âge, mais on touche à tous les publics à travers des conférences, des tenues de stand et des animations pédagogiques. Donc ci-dessous, vous voyez quelques photos illustrant installation d'exposition en forêt pour accéder au parc aux loups, par exemple à Guéret, ou conférences pour les professionnels du milieu associatif, les naturalistes en Limousin,
Et à droite, ces tenues de stand lors d'événements locaux. Voilà. Un petit zoom donc sur les interventions auprès des jeunes publics. Là, c'est un témoignage. Donc, je suis en train de présenter l'animal tic, en fait, la petite bête, auprès d'un public de jeunes en ALSH. Je me suis servi de l'exposition TIC que vous voyez qui a été créée. ALSH Pardon, oui. Centre de loisirs, pour simplifier. Et ça a rechangé d'ailleurs, apparemment, dans son acronyme. Bon, les centres de loisirs, du coup, les périodes hors temps scolaire. Donc, je me suis servi de l'exposition que vous voyez derrière moi, qui a été créée donc, par CPIE et ARS en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a réimprimé les fichiers. On les a imprimés sur donc, des panneaux d'exposition. On a également une petite peluche que vous voyez en photo. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en photo ici. Et donc, avec cette exposition, cette peluche et beaucoup d'animations, j'ai pu expliquer l'écologie des tiques, où elles vivaient, comment elles se déplaçaient, où on les retrouvait. J'ai donné, vous voyez, les enfants ont des documents sous les yeux. Donc, ce sont des documents que chacun a reparti avec un petit package. Donc, il y avait les documents de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Il y avait également les documents qui sont également présents ici, communiqués par CITIC. Ça, c'est pour faire le suivi des tiques au niveau national. Et le petit document où vous voyez des silhouettes de personnes, ça, je l'ai donné donc à tout le monde, également les professionnels du centre de loisirs. C'est pour localiser la piqûre de tique et faire un suivi dans le temps, pour ne pas oublier où est-ce qu'on a été piqué exactement et à quelle date, pour pouvoir faire les suivis. Sur la diapositive, je vous ai mis le site internet de CITIC, avec qui nous travaillons conjointement. Ils nous ont validé nos diaporamas. C'est notre référence scientifique et notre caution par rapport à nous. Ensuite, la transmission et la vulgarisation scientifique sur le territoire. C'est un peu il propose un programme de recherche, non? C'est un programme de recherche nationale, CITIC? C'est un programme de sciences participatives et de recherche nationale. Oui, oui, tout à fait. Donc, au niveau national, il recueille toutes les tiques partout en France et les stocks et les analyses pour avoir des données actualisées sur le taux de contamination des tiques par les différentes bactéries, dont la Borrelia, qui donne Lyme. Qui transmet. C'est un don. Voilà, donc ça, c'est un temps en salle. Et ensuite, un temps en extérieur. Et là, vous voyez, j'ai un drap, un drap accroché sur un bâton. Ça me permet de faucher l'herbe et ensuite d'observer s'il y a des tiques présentes sur le site où nous étions. Les tiques, quand on fauche l'herbe, elles s'accrochent tout de suite, en fait, elles se positionnent tout de suite sur le drap. Donc, on les voit rapidement. Donc là, on a fait l'expérience. On a vu qu'il n'y en avait pas au sein du centre de loisirs, dans la pelouse, là, le petit bout de carré. Donc, je leur ai montré comment on faisait pour l'observer, comment on distingue une tique d'un insecte, le nombre de pattes, la forme, la taille. Donc, il y avait des petits moucherons et autres petites bêtes qui s'étaient mises dedans. Donc, ça, on a pris le temps d'en reparler, de regarder. Donc, ce temps en extérieur, on a fauché plusieurs espaces comme ça, enherbés, où on voit que la cour, elle est très minérale. Donc, j'ai pas fauché le bitume, mais on a fait un tour tout autour, sous les arbres et dans le petit bout de pelouse. Donc, ça a été assez ludique. Vous voyez l'intérêt des enfants. Assez curieux de se rendre compte que c'est minuscule, en fait. C'est très petit comme petite bête, ce qu'il faut rechercher. Donc, c'était ça aussi l'objectif. Même si on n'a pas, on se rend compte que ça ne se verrait pas en se tenant debout au-dessus du drap. Il faut vraiment être accroupi et jeter un œil dessus. Ensuite, on a donc en salle, j'abordais l'écologie et les lieux de vie des tiques
Dehors, on a regardé où on pouvait les chercher, comment on pouvait les observer. Et ensuite, quelque chose de très important, c'est la prévention. Donc, éviter d'avoir des tiques sur soi. Donc, on appelle ça se dit au niveau national un petit peu, c'est faire le check-tic en extérieur. Donc, c'est des techniques de prévention. Une fois qu'on traverse des zones favorables, donc c'est-à-dire le milieu forestier est assez favorable parce que y vivent des animaux sauvages tels que le chevreuil, des petits rongeurs notamment, hein, les renards, et du coup qui font partie du cycle de développement des tiques. Donc forcément, en côtoyant ces espaces sauvages, on côtoie aussi les tiques qui vivent là-bas et donc potentiellement en récupérer. Donc une fois qu'on traverse des espaces tels que les forêts, mais les prairies aussi, les prairies, les jardins, si ce sont des espaces qui sont côtoyés par du gibier, des animaux sauvages, il faut faire de la prévention et un check-tic. Donc c'est se frotter en fait énergiquement, les bras, les jambes, les cheveux, le corps, en fait, frotter comme si on voulait faire tomber des poussières des habits. Les tiques, sauf quelques-unes récalcitrantes, mais sinon elles se relaissent tomber. Elles tombent assez rapidement. Donc ça évite pas mal en fait la montée des tiques sur les habits et après en fait dès qu'elles trouvent un passage s'installer sur la peau. Et là on se fait le dos parce que c'est pas évident de se frotter énergiquement le dos. Donc les copains voilà se frotter le dos. C'était juste évidemment il n'y avait pas de tiques là où nous étions mais pour apprendre les gestes et y penser. Amélie Ensuite, Baudin, vous êtes en Creuse, donc on peut penser que les enfants avaient déjà une connaissance, avaient déjà une première connaissance d'éthique via leurs parents ou autres quand même. Eh oui. Alors c'est vrai, ça fait au moins 10 ans, 10, 15 ans, 20 ans peut-être, que la population creusoise est assez alertée et informée sur la présence d'éthique et les risques d'avoir la maladie de Lyme. Mais il y avait très peu, finalement, il y a très peu de notions de prévention. Donc les enfants, là, il y en a très très peu qui connaissaient les tiques. Ceux qui ont des chats, éventuellement, avaient repéré des tiques sur les chats ou les chiens. Ah oui. Mais sinon, un constat, c'est que même si on habite à la campagne et dans un milieu assez rural, les petits jeunes, ils restent quand même assis à la maison et sortent de moins en moins. Donc, sont moins soumis à rencontrer finalement ces petites bêtes. Et les parents peut-être de même. Et donc, la connaissance se perd un petit peu. Du coup, ils étaient pas très sensibles finalement, peu de connaissances sur le sujet. C'est pour ça que, vous voyez, ils ont leur petit paquet là, de documents à ramener à la maison, évidemment. Et moi, je comptais également sur les professionnels du centre de loisirs qui font aussi beaucoup de prévention santé auprès des familles dans ce centre-là, donc de continuer de communiquer sur le sujet, d'être le médiateur. Voilà. Moi, j'informe et je forme pour qu'on soit le plus de relais possible sur le territoire sur le sujet. Alors Amélie, je crois qu'il y a des questions qui vous sont adressées. On va se tourner du côté de Delphine Maurice. Ce que vous avez dit est intéressant, on y reviendra sans doute dans le courant de ces différentes sessions, c'est que même si les enfants habitent en Creuse, donc dans un département où il y a quand même de l'espace extérieur, ils sortent de moins en moins. Et ça, dans le cadre de la santé environnement, c'est aussi sans doute quelque chose à prendre en compte si on veut les former, les informer que il faut bouger et pas rester forcément calé devant les écrans. Il y a des grands progrès. Oui, il y a des grands progrès à faire. Delphine, vous avez des questions? Alors oui, deux questions de Madame Cormier d'un CPIE, donc de l'Aisne, je crois, qui nous suit d'ailleurs depuis lundi. Donc voilà. Alors, une première question, je pense que c'était relatif au tout début de l'intervention. Alors, je relis vraiment ce qui est écrit, c'est quel type de questions sont posées par les enfants? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, alors je ne sais pas si Amélie, effectivement, pourra y répondre, mais c'est combien de nouveaux cas de maladie de Lyme, en fait, sont déclarés, sont connus par an environ? Voilà. Je ne sais pas si Amélie pourra répondre. Voilà. Je peux apporter des éléments de réponse, pas la totalité. Là, les enfants, on voit, ils étaient très attentifs.
ils écoutaient, en fait. Quand je leur ai demandé s'ils connaissaient, mais en fait, j'ai un trou de mémoire là. Je me souviens plus exactement les questionnements qu'ils ont eus, mais je me souviens que ce qui m'avait un peu interpellée, c'est le manque de connaissances sur le sujet. Donc, ce qui les a intrigués, c'est comment c'est fait, comment ça vit. Ils écoutaient, en fait. Là, avec les petits comme ça, moi, quand j'interviens, on a chacun nos méthodes pédagogiques d'intervention, mais c'est assez théâtralisé, en fait. J'aurais montré comment la tique venait sur moi, monter le long du corps, trouver un passage, etc. Là, j'étais en train de montrer qu'elle allait pondre ensuite, prendre le sang, voilà. Je me sers de l'expo, de la peluche, et je rends le truc dynamique et vivant. Et les enfants, ils étaient en gros face à un spectacle, hein. Ils m'ont très peu interrompu. Ensuite, par rapport à la connaissance entre le nombre de piqûres et le nombre de cas de Lyme, ça, il n'y a pas. Pour le moment, c'est pas assez il n'y a pas de remontée. On a très peu de médecins en Creuse qui sont identifiés et qui font remonter les données en Creuse ou même au niveau national, en fait. C'est pour ça que dans les chiffres, il y a toujours des biais, hein. Quand on fait des statistiques, il y a des biais à prendre en compte. Et là, les biais, c'est qu'on a de plus en plus de remontées de données. Donc, ça augmente, les cartes augmentent en couleur. C'est dur d'évaluer si il y a plus de tiques, plus de borrelia, ou si c'est parce qu'on augmente la connaissance. Moi, je sais que du coup, c'est via France Lyme qu'on se tourne quand les gens nous parlent de la maladie. Nous, on n'est pas des médecins, donc on renvoie sur France Lyme et sur l'hôpital de Guéret. Alors, on peut voir peut-être avec Sabine Autreux de l'ARS, est-ce que vous avez quelques chiffres sur ces cas de maladie de Lyme? Alors, justement, donc je regardais en parallèle sur le site de Santé publique France, mais je vois que Cécile Billot, qui suit aussi le webinaire, vient d'apporter la réponse dans le chat. Donc, effectivement, en 2019, ce sont donc 893 cas de borréliose de Lyme qui ont été hospitalisés en France. Bon, c'est pas facile. Donc, hein. Ça fait donc quasiment 2 ans, oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous préciser, Amélie Baudin, avant d'en arriver à la conclusion? Du coup, voilà, vous voyez, il y a un tire-tique, donc je leur ai montré comment on utilisait le tire-tique. Il y a des sources qui disent qu'il faut penser à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse. En fait, il faut tourner tout simplement. Il ne faut pas s'inquiéter de penser à une horloge ou pas. Ça, c'est ce que je leur ai rappelé. Et ensuite, quelques chiffres. Le bilan chiffré de 2020, c'est que donc 24 enfants ont été sensibilisés. Le contexte de travail a impacté quand même beaucoup, hein, la mise en place du programme. Mais bon, on a touché à peu près 350 personnes lors de stands. Et on fait du maraudage pédagogique également à travers ce projet. Donc, c'est-à-dire qu'avec mon collègue et le drap blanc, on se promène en forêt et on regarde s'il y a des tiques ou pas, et on le fait quand on croise des gens qui s'interrogent sur ce qu'on fabrique là. Et ça nous permet de toucher des gens qui ne seraient pas venus nous voir lors de stands. Ça permet de toucher du public non ciblé. Donc, c'est intéressant comme méthode. Et la conférence, c'est avec les professionnels, les animateurs naturalistes. Il y a eu 10 personnes. Et ce que j'ai constaté, c'est que recherchent les participants en général, c'est découvrir les gestes de prévention, se prémunir du fait qu'il y ait des tiques et comment on fait pour les éviter. Comment on s'inscrit dans le programme CITIC, il est très peu connu et du coup c'est un programme de sciences participatives très simple. En fait, la tique qui est sur nous, on la prend, on la met dans un petit sachet, on l'envoie à CITIC. Où se trouvent les tiques? Donc comment éviter les passages où une fois qu'on est passé dans un passage où potentiellement il y a des tiques, penser à faire le check tic. Échanger sur leurs morsures. Alors ça, les témoignages de gens qui ont eu des tiques sur eux, souvent des adultes, ça revient beaucoup. Et après, ça arrive sur le manque de connaissances, l'évolution des médecins de famille. Avant, ça se connaît sur la région parisienne, les tiques, c'était pas connu. Du coup, il y avait peu d'accompagnement ou c'était pas pris précocement, alors qu'à la campagne, ça l'était déjà. Donc ça, c'est leur témoignage. Et comment on retire les tiques? On peut tourner dans les deux sens, du coup, ça les rassure sur le fait qu'ils le fassent bien. Et s'il y a des difficultés, aller en pharmacie pour être aidé.
Voilà. Et donc, d'après ce que vous dites, il y a nécessité quand même de communiquer auprès d'un public, d'un grand public encore plus large, sur tous les potentiels pour se renseigner sur l'éthique, le programme CITIC, etc. Il y a nécessité quand même de communiquer pour que les gens soient mieux informés, avez-vous dit. Oui, oui, oui. Toutes les D'accord. tranches d'âge, évidemment. Oui, oui. Du coup, Ok. voilà, j'en ai fini. Et on donne vos coordonnées. N'hésitez pas à les noter Oui. puisqu'elles s'affichent à l'écran, puisque c'est vrai que vous êtes quand même bien placé dans votre département pour travailler à la lutte et à la prévention sur l'éthique. Merci à vous. Amélie, vous restez avec nous? Merci. Vous êtes Oui, disponible oui, pour je rester reste avec nous jusqu'au bout. après-midi? J'écoute. Ok, s'il y a d'autres réactions ou d'autres questions qui peuvent vous être adressées, eh bien, ça sera possible. Nous enchaînons. Alors, dites donc, hein. Alors, après l'éthique, c'est les moustiques tigres. Ça, c'est quelque chose quand même, cette santé-environnement. Bonjour, Nicolas Barré. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Barré, donc vous êtes médiateur scientifique, conception de projets culturels à Cap Science. Alors déjà, peut-être nous présenter Cap Science avant de nous présenter finalement les actions et le projet que vous avez mené en matière de défense contre le moustique tigre pour les élèves du cycle 3. Mais déjà, Cap Science. Tout à fait. Alors Cap Science, c'est un lieu bien connu des Bordelais et des Girondins, peut-être un petit peu moins des gens qui habitent dans les autres départements de la région. C'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, donc un lieu qui reçoit des expositions, qui organise des événements, des conférences et qui, dans un cadre particulier, celui qui nous concerne aujourd'hui, accompagne des acteurs et des institutions dans le développement d'actions de sensibilisation à destination de tous les publics. Voilà, donc on a à peu près 180 000 visiteurs par an. Actuellement, on a une exposition sur l'esprit critique. On en aura bientôt une sur le sport et le corps. Et en suivant, une autre exposition, je crois, sur 24 heures dans la vie d'une femme. Une exposition plus théâtralisée. Et puis, on a aussi d'autres plateaux d'exposition que le grand plateau. On présente notamment une exposition sur la disgusting food, donc tous les éléments dans les différentes cultures du monde que les hommes consomment et qui peuvent être dégoûtants pour d'autres cultures. Très bien. Donc, large et vaste programme pour vous, en tout cas au sein de Cap Science. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en effet donc le manuel de défense contre le moustique tigre que vous avez monté. Tout à fait. Eh bien, je me propose de vous en parler dans le petit quart d'heure qui vient. J'essaye de faire la manipulation technique convenablement. Petit quart d'heure, oui. Petit quart d'heure. Très bien. Petit quart d'heure, hein, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Alors, attendez, j'ai un petit peu de mal à passer en plein écran, mais voici. Est-ce que ça vous convient? C'est parfait, merci. Très bien. Donc oui, le manuel de défense contre le moustique tigre, c'est un outil que nous avons développé en 2017, donc pour le compte de l'Agence régionale de santé, avec l'idée d'aller à l'école pour sensibiliser au plus près des publics qui, de notre point de vue, sont les plus à même d'avoir une influence sur la cellule familiale et de faire changer les comportements. Donc du coup, nous nous y sommes attelés et nous avons créé un outil pour favoriser la découverte, la connaissance du vivant, la reconnaissance du moustique, bien sûr, et puis s'éduquer au développement durable et s'inscrire dans une démarche citoyenne, histoire de coller avec les aspirations et les différents parcours de l'éducation nationale, notamment ceux évoqués par M. Marien tout à l'heure. Il s'agit d'enseigner aux enfants les principes de protection collective et individuelle, de manière à améliorer la prévention de la diffusion des maladies vectorielles, parce qu'avec le moustique tigre, effectivement, on pourrait être dans l'avenir exposé à des transmissions de maladies tels que le Zika, le chikungunya, des choses comme ça. Et il s'agit aujourd'hui, alors qu'il commence à s'installer définitivement sur certains territoires, de réguler un peu la population la population de moustiques, hein, de manière à ce qu'ils ne soient pas trop nombreux et que ça ne favorise pas une transmission à venir des maladies. Donc tout ça s'inscrit dans une démarche de mobilisation citoyenne autour de l'établissement scolaire et puis plus particulièrement auprès des communes concernées, les acteurs institutionnels que sont la mairie ou les parents. C'est un petit kit donc, qui est envoyé sur demande volontaire des enseignants. Donc on essaye de faire une communication en amont auprès des académies, notamment en s'appuyant sur les délégations départementales de l'ARS et nos propres relations aux académies. L'enseignant reçoit un petit kit dans lequel il a
un cahier pour lui s'acculturer, trouver toutes les réponses aux questions que peuvent se poser les enfants et se voir proposer une progression pédagogique. Il reçoit également des manuels pour les élèves qui ont vocation de garder une trace et d'être un outil pour favoriser le crédit et la communication des enfants auprès des adultes. Et il a également une clé USB avec toutes sortes d'éléments qu'il peut projeter, diffuser, et un petit peu de matériel, à savoir des loupes pour favoriser l'observation, des micro-pipettes pour permettre le prélèvement des larves, puisqu'on va les amener à s'intéresser notamment au cycle de vie de ce moustique. Donc, c'est un projet dont le cœur de cible, ce sont les enseignants et les élèves du cycle 3, donc CM1, CM2, 6e. C'est un projet qui, du coup, favorise aussi une sorte de passerelle entre le CM2 et la 6e, pour autant que les écoles et les collèges soient dans la proximité géographique et qu'il y ait une bonne entente entre les équipes pédagogiques. Mais en tout cas, du fait de sa période d'action, de mars à fin septembre, début octobre, selon que l'été indien est là chaque année ou non, eh bien, ça peut permettre effectivement d'aider au passage du CM2 vers le collège, qui est pas forcément quelque chose de toujours évident. Les activités du programme, elles s'inscrivent dans une logique de briques indépendantes. Donc, on peut réaliser la progression pédagogique telle qu'elle est proposée, ou on peut librement la reconfigurer, la réarticuler à partir de ses pratiques, des expériences passées qu'on a déjà menées avec ces élèves qui ont réussi et qui peuvent être connexes au sujet principal. Voilà, donc en classe, hein, le projet se déploie, mais il se déploie aussi à l'extérieur de l'école, puisqu'il s'agit d'aller inspecter, nettoyer l'environnement proche, de sensibiliser les personnels de l'école aussi, et d'acquérir toute une série de connaissances en amont, de manière à pouvoir eh bien, être le plus à même de communiquer au mieux. Donc, on peut travailler en petits groupes, on peut travailler de façon collective, il y a différents types d'approches pédagogiques qui sont proposées. Alors, ce projet, il est co-construit avec des médiateurs des sciences, donc nous-mêmes, dans nos équipes, des enseignants du premier et du second degré, parce qu'on a la chance d'avoir des enseignants détachés dans notre structure, et puis des ingénieurs spécialistes des questions de santé publique, qui là sont les personnes ressources de l'ARS et qui officient aussi en termes de caution scientifique, car ils sont vraiment les meilleurs spécialistes du sujet. Donc, je ne reviens pas trop sur la constitution du kit pédagogique puisque j'en ai déjà parlé. Je pourrais en reparler si vous le souhaitez à l'issue de la présentation. Et un des axes forts qu'on avait déterminé au début pour nous guider, c'est de s'appuyer sur la nuisance qui est liée au moustique tigre, plus que sur le risque de transmission vectorielle qui peut être une source d'anxiété, alors que la nuisance est un vrai moteur à l'action, dans le sens où ce moustique, il a des moments dans la journée où il est plus actif, en début de journée, mais surtout aussi à l'issue de la journée d'école, quand les enfants pourraient aller jouer dehors, manches courtes et shorts habillés, de manches courtes et de shorts, pardon. Et là, en fait, ils sont fortement contrariés puisqu'ils sont très souvent piqués et que ce moustique, il est vraiment très... il est petit, il est tenace et effectivement, il a tendance à beaucoup nous piquer. Donc voici l'outil tel qu'il se présente, en tout cas pour sa première page de garde, et puis l'invitation qu'il propose aux élèves, c'est de pouvoir aider à protéger tout le monde du méchant et menaçant M, le moustique tigre. Donc je vais vous présenter un peu rapidement le contenu intégral de cet outil. En premier lieu, un petit jeu qui permet d'appréhender les représentations des élèves ou d'évaluer l'acquisition de connaissances en cours de projet. Donc, il y a toutes sortes de questions. C'est un petit jeu de loi des plus classiques. On peut y rejouer en famille à l'issue du travail de classe. On introduit le sujet par la diffusion d'une vidéo qui est réalisée par l'IRD, l'Institut de recherche et de développement pour notamment les pays du Sud. Et on fait un petit travail critique d'analyse de la vidéo et d'extraction des informations clés qui sont délivrées.
On s'intéresse aussi à la progression du moustique, comment il est arrivé jusqu'à chez nous. On étudie des cartes de répartition dans le monde, en France, en Gironde, et voilà, et on retrace un peu son itinéraire, la route qu'il a pu prendre pour venir jusqu'à nous, sachant que il a voyagé pas mal en bateau, dans des pneus usés, dans des plantes exotiques. Et une fois arrivé chez nous, il a tendance à utiliser les axes de circulation classiques que sont les autoroutes, les voies ferrées. Il embarque avec nous sur une aire de stationnement et on le ramène jusque dans la proximité de notre maison où il s'installe et où il vit dans un périmètre assez restreint. On s'intéresse également au cycle de vie, donc c'est une approche assez transdisciplinaire pour ce projet, sachant qu'étudiant un cycle de vie, on peut extrapoler au cycle de vie de beaucoup d'espèces, donc c'est tout à fait intéressant pour la classe. On propose même de réaliser un petit élevage de manière à pouvoir suivre les différentes étapes en étant bien sûr et attentif au fait de ne pas ajouter des moustiques à la population globale en ne maîtrisant pas cet élevage. On peut diffuser des films, des photos en macro, de manière à vraiment voir tous les détails. On propose même d'en écraser un et de le coller dans le cahier, histoire de prendre sa revanche sur le quotidien. On propose également de mettre en place des pièges, donc de traduire une solution technologique qui répond à un besoin, d'imaginer, de dessiner, de prototyper son piège pondoir ou même un piège pour les adultes et de le mettre en place et puis de suivre un peu comment il est colonisé au fil du temps. Bien sûr, il s'agit aussi pour nous, notamment parce qu'on est très intéressé par la lecture au travers du prisme des sciences, de parler de clés de détermination, d'essayer de reconnaître l'insecte qui est le moustique tigre au sein du règne animal, et puis de reconnaître les moustiques parmi les insectes. Et enfin, de faire le distinguo très clair entre ce qui est un moustique tigre et les autres moustiques, être bien capable de l'identifier. Voilà, donc cette page contribue également à cette identification, à cette reconnaissance et favorise aussi la transmission dans une dimension là aussi citoyenne, puisqu'il existe des sites de signalement donc pilotés par l'État et donc inviter tout le monde à s'inscrire dans cette dynamique de sciences participatives et de signaler des sites où on observe beaucoup de moustiques tigres. Nicolas Barré, il vous reste 5 minutes, questions comprises. Ah, très bien, alors je vais accélérer un petit peu. Donc, bien sûr, dans la proximité de chez soi, l'important, c'est de connaître les gestes de prévention. Donc, on va sensibiliser au fait de vider, de ranger, de couvrir, de curer, de jeter et d'entretenir, et encourager tout le monde à faire la chasse aux gîtes à la maison. Bien sûr, dans une dimension de communication, les enfants accompagnés de leurs parents vont être invités à se rapprocher des amis, des voisins, toujours accompagnés d'un adulte pour aller effectivement interroger les gens sur leurs sentiments et puis même imaginer une campagne pour la commune si c'est une petite commune et qu'il est facile d'accéder aux élus. En dernier lieu, énumérer les solutions pour se protéger et les évaluer, parce que lorsqu'on a pu rencontrer des enfants, on s'est aperçu que les réflexes pour les solutions chimiques leur semblaient être une évidence. Et nous, bien sûr, ce n'était pas forcément les solutions qu'on voulait encourager. On préfère les vêtements amples, les protections physiques comme les moustiquaires ou même encore les ventilateurs qui sont toutes des bonnes solutions. Et voilà. Et les enfants, à l'issue, eh bien, sont dotés de différents super pouvoirs. Ils ont une super vision, ils ont un super wawa. Et donc, grâce à tout ça, ils vont pouvoir aller parler à toutes les personnes que j'ai préalablement citées. Un site internet pour la commande, www.lemoustiquetigre.fr, et les kits sont envoyés généralement à partir du mois de mars, ce qui correspond à la reprise de l'activité du moustique. Juste deux petits slides pour donner à voir un peu le contenu de l'outil à destination de l'enseignant. Donc, vous y voyez les objectifs, les éléments de réponse et puis toute une série d'autres éléments complémentaires. L'outil a été mis à jour en 2020 pour actualiser les données, notamment pour les cartes de répartition. Et voilà, j'en ai presque fini. Et paf, le moustique. Donc ça, c'est la 4e page de couverture. Hein. C'est un peu voilà, ce à quoi on souhaite arriver tous, c'est-à-dire en éliminer un maximum. On m'a aussi invité à faire un tout
une toute petite insertion par rapport à un futur projet sur lequel on travaille, là encore avec l'ARS, cette fois-ci sur les polluants dans l'environnement. Donc, c'est un projet qui est encore en cours d'évaluation et de reconfiguration, puisqu'à chaque fois, on fonctionne avec une étape prototypée avant de pouvoir diffuser l'outil au plus grand nombre, largement, là encore, sur demande volontaire des enseignants. Voilà, je vous en remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, 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 vous n'avez pas été un peu long, mais c'est vrai que le temps va vite. Moi, j'ai 2-3 petites questions, mais je pense qu'il y en a aussi via le chat que Delphine nous donnera dans quelques instants. Combien de classes finalement avez-vous touché et quel est le retour des profs sur cet enseignement et sur cette information? Monsieur Barré, vous êtes apparemment vous êtes coincé. J'en profite pour demander à Madame Christelle Colombo de couper sa caméra si ça vous est possible, Madame Colombo. Voilà, apparemment vous ne lisez pas le chat, mais bon, on vous salue quand même, on est content de vous voir. Monsieur Barré, vous êtes figé. Je ne sais pas du coup si vous nous entendez ou pas. Je ne sais pas si vous êtes figé que pour moi ou pour tout le monde. Je me tourne du côté de Delphine, Maurice. Delphine? Oui. Alors oui, Monsieur Barré est figé. Hein, voilà, donc, ok, mais il n'y a que lui. Ok, entendu. Voilà, bon, peut-être que quelqu'un peut lui signaler dans le chat, si toutefois il pouvait lire, mais il a peut-être été déconnecté. Alors, il y avait effectivement une question pour lui. La question, c'était… Oui. Non, allez-y, allez-y. Alors, la question, c'était de savoir si le kit pouvait être commandé par des structures extrascolaires, excusez-moi, comme les ALSH. Voilà. Donc, on va voir si quelqu'un éventuellement… on retrouve Monsieur Barré. Voilà. Moi, j'ai fait l'objet d'une déconnexion. C'est ce qu'on a vu. Oui, je suis désolé. Donc, moi, je vous posais la question de savoir combien de classes étaient concernées et quel était le retour des profs. Et puis, vous avez une question de Monsieur Ducosson, ou Madame Ducosson, non, c'est une dame, elle est adjointe de cabinet, sur, à savoir, est-ce qu'on peut commander votre kit pour des structures extrascolaires? Voilà, donc, vous pouvez répondre à cette question. Toutes les questions sont très bonnes. Donc, la première, j'y réponds facilement. Depuis 2018, nous avons diffusé l'outil auprès de 396 classes. Donc, ce qui représente près de 12 000 élèves. Alors, avec un très bon départ en 2018, puisque nous avions pu diffuser sur 283 classes sur 3 académies, principalement le Lot-et-Garonne, les Landes et la Gironde. En 2019, on a pu diffuser 91 kits. Alors, bien sûr, en 2020, on a été victime, comme tout le monde, je pense, de la crise sanitaire. Donc, on n'a diffusé aucun kit. Et en 2021, que 22. Donc, on espère pouvoir relancer un peu l'action cette année. Sur la question du retour des élèves, nous, on n'a jamais vraiment de retour direct des élèves. Et des profs, peut-être, des enseignants? Alors, on en a rencontré quelques-uns, effectivement. On a pu noter qu'il y avait un grand intérêt des élèves, que ça créait une forme d'agitation autour de l'école, que les parents d'élèves prenaient leur téléphone pour dire « mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vraiment il faut que je fasse ça ?» Et du coup, ça crée une forme de dynamique. Et les enfants sont souvent très, très motivés parce qu'en fait, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le meilleur ambassadeur de ce projet, ça reste le moustique tigre. Et les piqûres multiples qu'il inflige à tous nos concitoyens. Et donc, du coup, effectivement, les élèves sont motivés pour voir comment ils peuvent aller jouer dehors, tout simplement, et se retrouver entre amis sans être tout le temps, du coup, contraints de s'isoler à l'intérieur et de basculer sur les écrans, ce qui, j'imagine, pour le PRSE n'est pas une très bonne option. Quant à la question de la diffusion hors du cadre scolaire, alors nous, on est souvent assez réticents pour ce genre d'initiative parce que c'est vrai que les outils sont pensés avec des enseignants pour des enseignants. Il peut arriver parfois que l'outil puisse être d'une certaine façon un peu dévalué aux yeux de certains enseignants quand il est utilisé dans des structures de loisirs, si c'était l'objet des structures extrascolaires, oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, on n'encourage pas ce genre de diffusion. Mais
Mais à l'avenir, peut-être éditer d'avoir un outil complémentaire. Voilà, c'est ça, éditer un autre guide qui soit à destination de ce type de public. Et la diffusion, nous demande Sarah Simonet, est-elle prévue sur les autres départements? Alors, la diffusion est prévue sur tous les départements où le moustique s'installe. Là, notamment, effectivement, on a l'année dernière participé à un webinaire similaire avec l'Académie de Poitiers. Dans les Deux-Sèvres, effectivement, ou dans les Charentes, il y a aussi maintenant de plus en plus de moustiques. Donc, du coup, au fur et à mesure qu'il avance vers le nord, ça nous invite à aussi proposer nos services, enfin l'outil aux différentes académies. La difficulté étant souvent de solliciter l'école, qui elle-même est extrêmement sollicitée par toute une série d'acteurs pour toute une série de sujets. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, la priorité n'a pas été donnée forcément au projet, mais plutôt aux enseignements fondamentaux que sont les maths et le français. Mais les choses vont sans doute rechanger. Alors, puisqu'on parle de santé, on parle souvent, et ce sera la dernière question, puisqu'il nous faut avancer, Nicolas Barré, on parle souvent en matière de santé, de prévention. Alors, vous dites qu'en effet, l'information est diffusée sur les départements où le moustique tigre commence à s'installer. Ne serait-il pas intéressant aussi de diffuser l'information là où il n'est pas encore installé et où il risque d'arriver pour le combattre peut-être plus précocement? Certainement, vous avez raison. Maintenant, il est vrai que les gens réagissent souvent quand ils sont un peu dos au mur ou oui, c'est vrai. Avec le moustique juste en face d'eux. Mais ça serait effectivement extrêmement intéressant de pouvoir intervenir en amont, parce que dans un département comme la Gironde, aujourd'hui, on fait le constat du fait qu'il est définitivement installé, donc il n'y aura plus de retour en arrière, alors que dans d'autres villes, parce que il est quand même très très urbain, et bien effectivement peut-être que des politiques de la ville pourraient permettre d'éviter cette installation définitive. Pour nous, c'est un peu tard. Alors, je ne sais pas, Amélie Baudin, vous êtes toujours parmi nous? Amélie? Oui. Est-ce que, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'éventuellement vous auriez envie d'échanger, de dialoguer avec Nicolas Barré, de vous rencontrer, justement pour éventuellement établir un lien sur un département comme la Creuse? Oui. Je me disais justement que la prévention, c'était ça, c'est d'intervenir avant. Mais vous avez très bien posé la question, donc je me suis dit que j'avais pas besoin de le mettre dans le chat. Mais oui, avec l'ARS de Creuse, du coup, on avait été sollicité, mais on n'est pas des scientifiques, donc on ne pouvait pas répondre aux appels à projets, on ne pouvait pas répondre correctement dans la totalité. Mais on peut être carrément un relais avec tout ce qui est milieu scolaire et peut-être même aider à animer les... Des fois, c'est ça aussi, il faut animer tout... J'ai vu tout le carnet, quoi. C'est assez complet et intéressant. Mais oui, carrément, complètement. J'invite tous les acteurs de proximité du monde enseignant de tous les départements de Nouvelle-Aquitaine à relayer l'information et à les inviter à s'inscrire dans cette démarche projet avant même que le moustique n'arrive chez eux. C'est tout à fait ouvert et possible dès aujourd'hui que des acteurs creusois, des enseignants et des écoles creusoises participent, par exemple. Eh bien, parfait. Comme quoi, c'était bien quand même de faire cette session et ce webinaire ensemble. Donc, on pourra bien sûr trouver toutes les coordonnées des uns et des autres dans le cadre du replay, puis sur le site du PRSE Nouvelle-Aquitaine dès la semaine prochaine. Et on vous remercie beaucoup, Nicolas Barré. Nous sommes mercredi après-midi. Vous aussi, vous avez un agenda chargé. Donc, on va vous libérer. On vous remercie. Et puis, sans doute, donc, aurons-nous l'occasion de redialoguer ou d'échanger ou de voir l'avancée de tout cela avec les autres départements de Nouvelle-Aquitaine dans un futur assez proche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et nous enchaînons donc, nous restons toujours dans cet objectif de continuer sur l'éducation à la santé, à la citoyenneté, et puis bien sûr l'école comme maître d'œuvre, l'école promotrice de la santé. Et c'est avec vous, Sabrina Allègre, que nous allons échanger. Bonjour, vous êtes parmi nous, Sabrina? Oui, je suis parmi vous et normalement vous devriez me voir et m'entendre si j'ai bien travaillé. Alors, vous avez bien travaillé, on vous voit, on vous entend. On voit également la personne qui va témoigner à l'issue de votre présentation, à savoir Jean-Christophe Ortolan. Merci d'être présent aussi. Alors, Sabrina Allègre, vous êtes infirmière, conseillère technique auprès de Madame la rectrice de l'Académie de Poitiers. Alors, dites donc, Poitiers, c'est une académie qui est très dynamique parce que vous êtes là aussi quand même. Qui bouge. C'est l'académie qui bouge. Et on a un fond avec l'environnement. Et c'est sur laquelle il faut prendre exemple. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu tous les travaux que vous conduisez, que vous avez conduits sur, en effet, ces trois mots-clés que sont éduquer, l'éducation, protéger et prévenir.
Donc, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment, mais vous êtes vraiment dans le concret sur votre territoire. Expliquez-nous, Sabrina Allègre. Moi, je vais déjà tenter de vous expliquer ce qu'est la démarche de l'école promotrice de santé, de la maternelle jusqu'en terminale, puisque c'est l'élève qui est au centre de toute cette activité. Donc, je vais vous mettre mon PowerPoint, ça sera plus facile. J'essaye. Alors, comment on fait? Je vais y arriver, je vous promets que je vais y arriver. Est-ce que c'est bon? Voilà, vous pouvez le mettre en écran plein. J'essaye de mettre en plein écran. Voilà, essayez de le mettre en plein écran si vous pouvez. Bon. Je crois que je suis au max. Vous êtes au max. Écoutez, on va se débrouiller comme ça, on le voit bien. Ne vous inquiétez pas, ça va. Affichage plein écran. Alors, j'ai essayé, je suis en affichage plein écran et je n'arrive pas à aller au-delà. Mais normalement, mes diapos ne dépassent pas. Donc, vous devriez, même si ce n'est pas très esthétique au-dessus, vous devriez avoir l'essentiel quand même. Mais ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Allez-y, Sabrina. Donc, dans ma tentative de vous expliquer ce qu'est l'école promotrice de santé, et je vais essayer d'être en lien avec la santé environnementale, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je vais quand même préciser que dans toute mon explication, chaque fois que je parle école, j'inclus l'école primaire, donc le premier degré, et le second degré avec le collège et le lycée. Donc, l'école, la promotion de la santé à l'école, elle s'appuie donc sur une démarche globale et positive, permettant de promouvoir le bien-être des élèves dans un environnement bienveillant qui favorise un climat de confiance et de réussite. Donc, on a fait à peu près le calcul. Les enfants qui sont scolarisés passent 40% de leur temps d'éveil à l'école. Donc, on voit bien que l'école, elle est située au cœur du milieu de la vie de l'élève et que c'est bien le lieu privilégié pour la promotion de la santé. La santé dans sa globalité, on ne va pas rester sur l'ancienne définition. On va prendre la définition de l'OMS qui dit que la santé, c'est un état complet de bien-être mental, physique et social qui constitue pas seulement donc l'absence de maladie et d'infirmité. Si je passe à la deuxième diapo, je vais essayer. Vous voyez donc que l'école promotrice de santé, elle est au carrefour de plein d'activités, c'est-à-dire que c'est une démarche positive et l'école promotrice de santé, c'est une pierre angulaire à la promotion de la santé, du parcours éducatif de santé, citoyenneté, du développement durable, du climat scolaire, et j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas tous y citer. Ils sont alimentés par des projets du Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, CESC, qui a pris depuis peu un E pour l'environnement. Donc, c'est une instance de réflexion, d'observation et de promotion, de proposition, d'action et de projets. L'école promotrice de santé, donc elle est au carrefour de tous ces projets, de tous ces parcours. Elle vise à éduquer, protéger et prévenir. Donc, au centre de cette démarche est positionné l'élève tout au long de sa scolarité. L'ensemble de l'équipe éducative qui va comprendre les enseignants, le personnel santé sociale, la vie scolaire, les parents, l'élève et les partenaires extérieurs. Ce sont des associations qui sont agréées soit au niveau national, soit au niveau académique. On ne peut pas se permettre de faire entrer des associations non connues. On est très vigilant sur la dérive sectaire. Donc, tout cet ensemble va œuvrer pour apporter en matière à réfléchir et à permettre à l'élève de prendre une décision qui lui est propre selon ses convictions. L'interdépendance entre l'environnement et la santé humaine, elle a pris toute sa place depuis ces quelques décennies. Et aujourd'hui, c'est indéniable, l'activité humaine, souvent préjudiciable pour la planète, mais aussi pour la santé humaine. Donc, la santé environnementale est un domaine de la promotion de la santé qui permet d'aborder des thématiques diverses. On a la gestion des déchets, la pollution, l'écomobilité. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? On a la qualité de l'air, l'alimentation. Donc, on agit sur différents facteurs environnementaux et c'est dès le plus jeune âge, car l'objectif, il est de prévenir et de préserver et d'améliorer l'état de santé de la population. Mais on ne va pas oublier la flore, la faune et surtout notre planète. Alors, là,
vous voyez les différentes compétences psychosociales. Je ne vais pas vous en faire une lecture parce que pendant que je vais discuter, vous pourrez les lire. L'école promotrice de santé, elle permet de mettre donc en place une démarche d'éducation positive, ce que je disais, de santé basée sur les recommandations de prévention, d'éducation et de promotion de la santé. Elle permet de travailler les différentes compétences psychosociales. Ces différentes compétences psychosociales qui sont au nombre de 10, qui marchent par paire et qui peuvent être sectorisées sur la compétence sociale, cognitive et émotionnelle. Elles vont permettre de créer un continuum d'acquisition de compétences de la maternelle à la terminale. Et donc, nous sommes sur un parcours d'éducation à la santé, à la citoyenneté qui va être adapté à l'âge de l'enfant. Cette école promotrice de santé, elle permet donc de développer des compétences psychosociales des jeunes afin d'éveiller leur esprit critique. On n'est pas là dans une information descendante, mais on est plus dans un débat et dans une compétence à acquérir et à choisir sa propre décision, même si ce n'est pas celle qu'on aurait eu envie qu'ils aient. On est là pour leur apporter l'ensemble des compétences pour qu'ils prennent leurs décisions qui leur est propre. Donc, la possibilité de faire des choix, de mieux gérer leurs émotions, un apport à la santé, et ici, en lien avec l'environnement, on va être dans l'interdépendance entre la santé et l'environnement, et les enfants pourront travailler sur leur représentation, éveiller leur esprit critique et donner les moyens d'agir sur la santé de notre environnement. Les objectifs de cette école promotrice de santé qui va donc, j'insiste, sur la maternelle à la terminale, c'est une approche globale de la démarche de l'école promotrice de santé. Elle vise, et je vais mettre ici en lumière uniquement l'objectif principal au niveau de la santé environnementale, je vais vous la citer, c'est impliquer, c'est celle qui est tout en bas, c'est impliquer l'élève dans des projets et des actions de l'école promotrice de santé, de rendre acteur et responsable en favorisant sa réflexion face aux enjeux de la santé individuelle, collective et environnementale. Maintenant, si je devais vous imaginer l'école promotrice de santé comme on la voit dans l'éducation nationale, on va prendre une grande feuille A3 recyclée. Il n'est pas question de couper des arbres. On va la recycler. Au centre, on va dessiner un enfant, un élève qui va évoluer de ses 3 ans à ses 18 ans. On le verra qui sera interconnecté avec l'équipe éducative et moult projets et actions pour l'éveiller à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement. Donc, dès le départ, en maternelle, on va lui mettre un petit jardin bio. En primaire, on va sur un petit hôtel à insectes. Je dis petit parce que c'est très français, on fait tout petit, même si on fait des grands projets. Une classe de mère en CM2 où on va lui parler de l'importance de la posidonie, des clean walk pendant son collège, un engagement éco-délégué tout au long de son secondaire, un vélo pour aller au lycée et, je l'espère, un rêve devenu réalité où la santé environnementale ne sera plus une thématique à débattre. Donc, dans les thématiques à débattre, qui j'espère ne le seront plus, on sait que donc, nous avons nos 17 objectifs de développement durable. L'école promotrice de santé va s'axer sur l'objectif numéro 3, que vous connaissez, je ne veux pas vous en faire lecture. Dans ce 3, vous avez la santé environnementale, c'est le 3.9, qui dit que d'ici 2030, on devrait réduire nettement le nombre de décès des maladies dues à la substance chimique dangereuse et à la pollution, je vais y arriver, et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol. D'où 2 projets que je vais vous parler, parce qu'il y en a d'autres, mais en lien à l'environnement, je vais vous parler de ces 2 projets. Le premier qui est déjà bien développé, qui se passe en Charente, c'est M. Ortolan qui va vous en expliquer les tenants et les aboutissants. Je vais juste vous faire une petite information pour commencer. Et le projet 2, qui est sur la précarité menstruelle et qui est en cours de construction. Donc, le projet 1, qualité de l'air intérieur, donc le projet Quai, qui, comme M. Ortolan en a parlé, a éveillé l'envie de le développer en grande académie. Donc, nous avons débuté le travail avec Mme Fredon, non pas Mme Fredon, je dis une bêtise, avec le docteur Carlier Clotilde, qui est médecin conseiller technique départemental des Deux-Sèvres, sur lequel on va travailler pour le diffuser dans l'ensemble des 4 départements, pour pas que ça reste qu'en Charente, avec un petit tutoriel pour fabriquer notre capteur à CO2 par les élèves pour les investir davantage sur cette thématique. Donc, l'objectif, c'est sensibiliser le public aux problématiques liées à l'asthme,
prendre conscience des polluants de l'air intérieur et des répercussions potentielles sur la santé, les allergies, mais aussi l'attention, parce qu'un élève dont l'air intérieur est vicié, son attention n'est pas le même, donc l'apprentissage n'est pas efficient. Et son bien-être, bien sûr, informer donc, sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Le public cible, c'est l'école primaire, avec les directeurs d'école, directeurs, directrices, professeurs des écoles, personnels communaux, les intercommunaux, les élus, les représentants de parents, et les infirmières de l'éducation nationale, et je dis infirmiers aussi parce qu'il n'y a pas que des infirmières, et les élèves, bien sûr, qui sont au centre de ce projet. Ça se déroule sur 2 temps. Premier temps, où il va y avoir des mesures par l'infirmière de l'école de l'asthme, et le deuxième temps, c'est une formation sur le volontariat qui se passe en soirée, mais je laisse monsieur Ortolan vous expliquer davantage et beaucoup mieux que moi sur ce dossier qu'il maîtrise parfaitement. Jean-Christophe Ortolan, bonjour. Alors, on voit en effet à l'écran s'afficher votre fonction très précise. Donc, vous allez intervenir sur ce projet qualité de l'air intérieur. En effet, comment travaillez-vous concrètement? Comment allez-vous travailler concrètement sur ce projet, monsieur Ortolan? Bien, écoutez, à l'origine, il y a eu une phase de conception, bien sûr, puisque nous avons été sollicités par le groupement hospitalier territorial de Charente pour ce projet, qui a obtenu un financement de l'ARS sur 3 ans. Nous travaillons d'ailleurs complètement en cohérence avec l'infirmière départementale et le médecin conseil de la directrice académique, et les infirmières de secteur sont invitées à chaque séance. Très concrètement, donc, sur chaque demi-journée consacrée à ce projet, qui en 3 ans devrait voir 36 secteurs de collèges, mais bien sûr s'adresser uniquement aux écoles, donc à peu près tous les secteurs de collèges de Charente. Nous commençons dans l'école qui accueille en soirée le temps de réunion d'information des enseignants par des mesures de CO2. Le GHT dispose de capteurs de CO2 et nous commençons par des mesures, alors sans les élèves et avec les élèves, en variant également l'aération ou la non-aération des salles de classe, puisque bien sûr ce sont les facteurs qui entraînent des variations éventuellement fortes. Pour information, lors de notre première séance le 21 octobre, dans une salle de classe avec une quinzaine d'élèves et au bout d'une demi-heure, une salle non aérée, on montait à 1700 parties par million, ce qui est absolument énorme. Voilà, donc ça donne déjà des informations sur les problématiques, surtout d'aération des locaux. Souvent, ces temps-là, en présence des élèves, peuvent être l'objet d'échanges avec les mouflets, car ben voilà, ils se questionnent également, est-ce qu'il faut aérer, pourquoi on aère, qu'est-ce que le CO2, etc., etc. Voilà, il y a en général un temps, enfin en général, il y a forcément dans notre protocole un temps de mesure des formaldéhydes à l'aide d'un appareil spécifique. Donc la première fois, nous l'avons effectué à l'école de Fouquebrune, dans le dortoir et juste à côté du dortoir. Le résultat était satisfaisant d'ailleurs. Donc les formaldéhydes, tous ces composés volatiles que l'on peut trouver dans le revêtement de sol, de murs et de plafond, mais également dans tout le mobilier, et également dans les produits de vaisselle et surtout de ménage. Voilà, donc ce temps-là, en fait, peut se répéter éventuellement une deuxième fois dans l'après-midi, mais difficilement parce que l'appareil met un certain temps à être initialisé. Voilà, et ensuite, dans le courant de l'après-midi, on va faire des mesures dans au moins une autre école du secteur. Et puis, en gros, à partir de 17h, les enseignants du secteur de collège, éventuellement d'ailleurs avec les parents d'élèves élus dans les conseils d'école, avec les personnels de la commune ou de la communauté de communes, avec des élus, sont invités à un temps, alors d'une part de restitution des résultats chiffrés des mesures de CO2 et de formaldéhyde, et bien sûr un temps de sensibilisation, alors d'une part à la nécessité d'aérer, de ventiler, alors éventuellement par exemple après les phases de ménage, lors de toutes les récrés, voilà.
en le conciliant avec les exigences de chauffage, bien sûr, en hiver. Voilà. Et puis, on a également un temps d'échange sur le type de produit que l'on peut utiliser, parce que la formation de ce côté-là reste encore à parfaire. Voilà. Donc, on a Monsieur ce temps… Pardon, excusez-moi. Monsieur Ortolan, je pensais, est-ce que justement, vu que vous êtes au plus près des élèves dès le plus jeune âge, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi comment dire, un vocabulaire à modifier concernant le temps extérieur, où en effet, on l'a entendu d'ailleurs en début de session, Amélie Baudin disait que même dans le département rural qui est la Creuse, les jeunes ne sortent pas tant que cela de leur maison. Est-ce que le fait aussi de donner envie dès le départ de sortir quel que soit le temps, d'inciter les jeunes, même lorsqu'il pleut, que finalement pour respirer il faut de l'air, que l'air est à l'extérieur aussi en bonne partie et qu'il est sans doute meilleur. Je ne sais pas, est-ce que le fait de dire que quand il pleut c'est le mauvais temps, alors non, c'est pas le mauvais temps, la pluie on en a besoin, au même titre que le soleil, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout ce langage et tout ce vocabulaire à modifier dès le plus jeune âge pour qu'ils réagissent différemment? Tout à fait, tout à fait. Mais les enfants sont capables très tôt de comprendre que la pluie fait des claquettes, madame. Oui. Et donc, non, plus sérieusement, si vous voulez, la crise sanitaire a vraiment donné un coup d'accélérateur très fort à la pratique de la classe dehors. Tout à l'heure, Laurent Marien l'a évoqué. On constate, alors le plus fortement en Charente et dans les Deux-Sèvres, qu'on a environ 120-150 classes dans chacun de ces départements qui pratiquent la classe dehors. Il y a eu une contrainte, si vous voulez, une contrainte sanitaire qui s'est transformée en motivation sanitaire, et ça se double en réalité du constat du manque de nature des élèves. Les statistiques nationales, malheureusement, sont claires. Environ 10% des élèves de l'école sont conduits le week-end ou pendant les vacances en pleine nature par leurs parents. On est sur 10%. Et ça varie un peu, évidemment. C'est un petit peu moins mauvais en campagne, mais ça reste à confirmer. Enfin, les chiffres ne sont quand même pas bons. Et donc, ça a permis, ce phénomène a permis de développer la classe dehors et de développer, le lien avec la nature et de développer une façon d'apprendre qui, en réalité, permet aux élèves d'aller même plus loin dans les apprentissages, d'aller dans des apprentissages que l'on intériorise, que l'on vit physiquement. Voilà, parce qu'on peut travailler sur des sujets très concrets et après de les consolider en classe par des exercices, par tout ce que l'on sait faire quand on est enseignant. Voilà, donc ça a été vraiment un coup d'accélérateur. C'est une nécessité qui apparaît de plus en plus clairement. Et on voit qu'il y a aussi une question culturelle à cela, puisque dans les pays du nord de l'Europe, oui, beaucoup d'enfants, même tout petits, assurent déjà des cours à l'extérieur, quel que soit le temps. Ah, de toute façon, oui, quand vous avez l'occasion d'échanger avec des Danois, des Norvégiens ou d'aller dans leur pays, vous constatez que, quel que soit le temps, bon, hormis bien sûr tempête et orage, ils sortent faire classe dehors systématiquement, les mouflets sont habillés chaudement, ils ont les moonboots aux pieds, toutes les combinaisons, tout ce qu'il faut. Et donc, je pense que si vous voulez, les deux pistes qu'on a travaillées dans l'avenir, c'est la qualité de l'air intérieur en lien avec donc, le choix des produits pour, par exemple, faire le ménage. Parce que quand même, quand on regarde la façon dont les personnels des collectivités font le ménage, les dames ou les messieurs qui font le ménage sont amenés à respirer les produits, eux, en direct. Et là, quand on est dans la pièce au moment où les personnes font le ménage, on sent quand même bien ce qu'ils peuvent ingurgiter. Donc, ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect… Et rapidement, oui, monsieur Ortolan. Oui, très, très rapidement. Donc, le deuxième aspect, c'est vraiment maintenant la question de la conception des écoles, que ce soit par rapport à la prise en compte du changement climatique, donc vraiment les problèmes d'isolation du bâti et de ventilation pour que les classes ne soient pas complètement inutilisables quand il fait 40 ou 45 dehors, parce que notre réalité, c'est ça.
c'est que des collègues et des enfants sont malheureux en classe quand on a des périodes de canicule. Donc c'est un problème de conception, si vous voulez, au travers de la réalisation de casquettes, de l'utilisation de matériaux biosourcés, tout ça. Et puis après, c'est un travail sur l'environnement de l'école pour renaturer un peu les cours d'école. C'est une nécessité qui est devenue impérative, je crois, pour notre métier et pour les bouts de chou. Voilà. On termine là avec vous, Monsieur Ortolan. On vous remercie en effet de votre témoignage. C'est vrai qu'on a mis l'accent sur l'Académie de Poitiers parce que vous avez des actions qui ont été réalisées concrètes et précises. Sans doute que sur d'autres académies de la Nouvelle-Aquitaine, il y a peut-être là aussi d'autres actions sur lesquelles vous pourrez éventuellement témoigner via le chat, si vous le souhaitez, ou avec lesquelles on pourra témoigner dans de prochaines sessions. Et on termine avec vous, Sabrina. Vous avez donc ce deuxième projet sur la précarité menstruelle, sur lequel on va aller rapidement, puisque le temps nous presse. Je vais aller très très rapidement puisque c'est un projet qui est en cours de construction actuellement. L'objectif, c'est donc d'être sur les 2 ODD, le 1 et le 3, pas de pauvreté et la santé et le bien-être. Donc l'objectif, c'est d'équiper l'ensemble des établissements scolaires, de l'école primaire jusqu'à élémentaire, jusqu'au collège et en terminale, de distributeurs de serviettes et de tampons. Donc, c'est un projet qui est au carrefour de l'éducation à la sexualité, de la citoyenneté et aussi, je rajouterai, de l'environnement, puisque on va travailler sur des dons de serviettes et des achats de serviettes de tampons, mais qui seront bio et sans pesticides. Donc, actuellement, je suis à la recherche de partenaires pour pouvoir équiper l'ensemble des EPLE et des écoles et des financements. Donc, si toute personne m'entendant me propose un partenariat, je suis preneuse. D'accord. Voilà, je terminerai, c'est fini. Et je ne sais pas d'ailleurs, êtes-vous au courant s'il y a d'autres académies, d'autres type Limoges, Bordeaux ou autres, qui ont cette école promotion de la santé? Avez-vous des contacts avec d'autres académies? Alors, l'école promotrice de santé, c'est national. Donc, on a une équipe académique pour l'école promotrice de santé dans chacune des académies. J'ai vu qu'il y avait Madame Devanne, qui est ma collègue, c'était le départ académique de Limoges. Et elle doit avoir dans son académie, elle fait peut-être partie, elle aussi, de l'équipe académique de l'école promotrice de santé. Donc, c'est une démarche qui est déployé, qui a été fait à la demande du ministère de l'Éducation nationale, et qui est déployé sur l'ensemble des académies. Mais je ne sais pas si vous souhaitez témoigner rapidement, Madame Devaine. Je vois que vous apparaissez à l'écran sur votre travail. Est-ce qu'en une minute, 2 minutes, vous pouvez intervenir, sachant, peut-être allez-vous me contredire, que dans le PNSE 4, l'école promotrice de la santé est inscrite pour sensibiliser dès le plus jeune âge les jeunes donc à la santé et l'environnement. Oui, tout à fait. Bonjour, Elisabeth Devaine, je suis infirmière conseillère technique auprès de la rectrice de l'Académie de Limoges. Et dans notre académie aussi, bien sûr, nous avons un comité de pilotage sur l'école promotrice de santé. Et il y a tout un travail qui se fait déjà depuis 1 an maintenant autour de cette école promotrice de santé et qui se poursuit au sein de l'académie. Alors, comme l'a bien souligné Sabrina Allègre, on est effectivement sur plusieurs types de projets et sur des thématiques différentes puisque l'approche est globale, c'est-à-dire qu'on va bien sûr s'adresser sur des thématiques de développement durable ou de prévention d'autres types d'autres thématiques en rapport avec le social et la santé, mais on va aussi, dans cette approche globale, s'intéresser à tout ce qui est la gestion du temps, la gestion des espaces aussi, la gestion des locaux, avec également tout ce qui est développement des compétences psychosociales, ça a bien été souligné, en lien aussi avec les apprentissages, donc tout ce qui est le socle commun des connaissances et compétences, les connaissances aussi en lien avec les programmes, et puis bien sûr les relations interpersonnelles, soit les élèves entre eux, soit les adultes entre eux, parce que ça concerne également le bien-être à l'école avec un grand E. Bien sûr, ça concerne également les adultes, donc tout ce qui est
les relations interpersonnelles, puis les élèves avec les adultes aussi. Et puis le dernier point, c'est effectivement le partenariat, qui est un point important aussi dans l'école promotrice de santé. Donc on travaille aussi sur toutes ces thématiques, et puis bien sûr la communication, que ce soit à l'interne ou à l'externe avec nos partenaires, on travaille dans ce sens, et c'est porté notamment par le comité académique d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui se réunit aussi dans l'année pour présenter les orientations du pilotage de l'école promotrice de santé, et au travers de ça, les différentes thématiques qu'a souligné déjà Sabrina, à savoir le développement durable, la prévention du harcèlement, l'éducation à la sexualité, l'égalité filles-garçons. Voilà, ce sont toutes ces thématiques aussi qui sont interdépendantes parfois et qui permettent. Voilà, j'espère pas avoir trop monopolisé la parole. Je vous remercie de me l'avoir donné en tout cas. Merci à Sabrina aussi. Merci à vous, Madame Develde, aussi d'avoir témoigné concernant l'Académie de Limoges. En effet, il va être l'heure de nous séparer. Il y a des questions dans le chat, notamment pour Amélie Baudin. Amélie, vous pourrez jeter un coup d'œil si ça ne vous ennuie pas. Il nous faut nous séparer. On se retrouve demain, pour ceux qui le souhaitent, jeudi 18 novembre, même connexion, même heure. Et là, nous parlerons encore des jeunes, mais des jeunes adultes. Et nous interviendrons sur la réduction aux expositions environnementales avec un zoom sur la musique amplifiée. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de données à vous informer. Merci à tous d'être restés parmi nous, et puis on se donne rendez-vous demain. À bientôt, au revoir.